Bonsoir et bienvenue au sein de cette émission spéciale qui n'a pas pour objectif de nous ramener aux éléments douloureux de la nuit de vendredi à samedi en termes de souvenirs, mais surtout de nous permettre d'identifier les solutions de l'après-tempête Fiona. Fiona qui nous a laissé de graves séquelles. Et avant tout, j'adresse au nom de toute l'équipe de Canal 10 nos sincères condoléances à la famille de ce Bastérien qui a perdu la vie précisément à Rivière-des-Pères. Je salue aussi tous ceux qui sont à pied d'œuvre afin de faciliter le retour à une vie normale au sein des communes les plus touchées. De même, un grand merci de la part des sinistrés au niveau des associations qui ont déjà organisé une chaîne de solidarité afin d'aider les plus démunis. Et de manière plus générale et au-delà de la Guadeloupe, ceux qui ont apporté leur soutien. Je pense à nos voisins de la Caraïbe, je les cite, Sainte-Lucie, Porto Rico, Dominique, Cuba, Haïti, Montserrat. Je pense aussi à la communauté antillaise de l'Hexagone et tous les autres qui se reconnaîtront. Ce soir, un plateau avec des invités qui, chacun dans son rôle, aura à cœur de permettre que nous puissions identifier les actions qui seront mises en place au profit de notre territoire. 4 invités avec moi, un plateau riche et un plateau que j'ai eu à organiser pour que nous puissions être au plus près de nos réalités et surtout des solutions. Tout d'abord, le président de région Harry Chalus. Merci, Monsieur le Président, d'être venu, puisque je sais que vous arrivez juste. Vous avez eu le temps de circuler et de venir jusqu'ici. Merci d'être présent. Je remercie aussi le maire de la ville de Basse-Terre qui a fait aussi l'effort d'être ici afin de parler à sa population et de nous dire un petit peu comment les choses se sont déjà organisées et vont s'organiser dans les jours et les semaines à venir. De l'autre côté du plateau, j'ai Thierry Panol qui est un courtier en assurance. Donc, c'est vrai que lorsqu'il y a des catastrophes comme celle-ci, on s'oriente vers les assurances où on se dit mince alors, je ne sais pas si j'ai droit ou si je n'ai pas droit. Donc avec lui, nous essaierons de voir comment est-ce que les assurances doivent réagir à partir de ces catastrophes naturelles. Maintenant, Alain Andrea, qui est responsable de logistique du CORECA, une association reconnue en Guadeloupe et qui aura elle aussi, à nous parler un petit peu de ce qui sera déployé sur le territoire et notamment sur les communes les plus touchées. Merci, messieurs, d'être avec nous sur ce plateau. Je débuterai avant tout avec le président de région, Harry Chalus, qui est arrivé cet après-midi, Monsieur le Président. Vous n'étiez pas en Guadeloupe lorsque les choses se sont déroulées. Vous avez eu à gérer à distance les événements. Eh bien, bonsoir Madame Brossé, bonsoir à la Guadeloupe. Et comme vous, j'adresse mes condoléances à la famille du Bastérien qui a perdu la vie, où je me suis rendu cet après-midi avec une équipe d'élus régionaux et un élu de Basse-Terre, Monsieur Mio, qui était avec nous. Oui, c'est vrai que j'étais hors du département, donc j'ai dû écourter effectivement mon déplacement, un déplacement qui était très important car nous avions le congrès des régions de France et ensuite la signature à Saint-Malo avec le maire de Saint-Malo de la Convention dans le cadre de la route du Rhum. Et normalement, mercredi prochain, la présentation des 138 skippers qui partiront pour la route du Rhum, qui est la plus grande manifestation nautique au monde. 138 skippers, c'est du jamais vu. Mais vu la situation, car depuis samedi matin, très tôt, j'étais dans une cellule de crise avec le préfet et les responsables de Guadeloupe, que ce soit de Guadeloupe, la gendarmerie, enfin tous ceux qui étaient autour de cette table. Avant, nous avions une cellule de crise avec la région pour prendre des mesures. Et la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est suite effectivement à l'état de la Guadeloupe, surtout quand j'ai entendu l'effondrement du pont de Goyave, à Basse-Terre, les difficultés à Capesterre, à Vieux Habitants, tout ce qui s'est passé. C'était de contacter tout de suite le président de la République sur ce que j'ai fait. Il était à Londres dans les funérailles de la reine. J'ai eu la chance de l'avoir après 5 appels parce que j'ai insisté pour que ce soit lui personnellement qui déclare l'état de catastrophe naturelle en Guadeloupe.
J'ai essayé d'avoir M. Karanko, mais il atterrissait parce qu'il sortait de la Nouvelle-Calédonie. Ensuite, il s'est rendu à Montpellier, j'ai lu par la suite. Et je suis vraiment content. C'est une première qu'un président de la République personnellement tweet sur l'état de catastrophe, parce que pourquoi j'ai voulu que ce soit lui? Trop souvent, quand nous avions eu ici des difficultés, les ministres se renvoyaient la balle pour savoir si c'est moi, si c'est pas moi, parce que quand il y a un état de catastrophe naturelle, et je pense que le spécialiste est mieux placé qu'on peut le dire, il y a les routes, il y a les maisons, il y a les agriculteurs, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et il n'y a pas qu'un seul ministre qui doit signer l'arrêté, c'est plusieurs. Donc là, étant donné que le président l'a dit, donc ça devrait aller très vite. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, je peux vous le dire franchement, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas, je suis arrivé à 14h. Je suis monté tout de suite à Goyave, ensuite Cap-Esther, Rivière-Sens, et où le préfet était présent, et le maire de Goubert, et ensuite à Rivière-des-Pères. Mais je peux vous dire franchement, c'est vraiment triste parce que j'ai vu des familles vraiment dans la désolation, des familles qui ont tout perdu. Et quand on parle de sinistrés, je me demande si le terme est approprié pour dire sinistrés. Les gens n'ont plus rien. Les gens n'ont plus rien. À Goyave, je pouvais même pas rester à Goyave. Comment j'ai vu, les maisons étaient inondées de boue, de détritus. Les gens ont perdu tout. Heureusement que certaines familles avaient la possibilité de se réfugier à l'étage. Mais je veux dire, franchement, c'est triste. Vraiment, ce que j'ai vu aujourd'hui, on en parlera peut-être tout au long de votre émission, mais ça fait très, très mal. Ouais. C'est triste. Et puis, nous reviendrons tout à l'heure sur tout cela. Harry Chalus, maintenant, c'est au tour du maire de Basse-Terre de nous dire un petit peu ce qu'il en est actuellement, puisqu'on a eu les images, on a vu vraiment l'état de délabrement de Rivière-des-Pères et on s'est dit, mais comment est-ce possible maintenant, où en est-on, puisque passé tout cela, il faut réagir, il faut certainement aller vite. Alors, qu'est-ce qui a été mis en place d'ores et déjà? Alors, face à des situations aussi catastrophiques, parce qu'il faut parler de catastrophe, je crois qu'aussi l'aspect prévention, préparation est important. Et je tiens à remercier vraiment très fortement toutes les équipes qui font partie de l'équipe municipale, parce qu'il y a eu déjà un travail en amont de réaliser au niveau, par exemple, du CCAS. Il fallait repérer les personnes dites en situation d'isolement. Il y en a qui sont isolées, qui sont à mobilité réduite, il y en a qui sont dans les lits médicalisés. Il fallait recaser tout ce monde de ce qui a été fait. Combien de personnes? Alors, il y avait 12 personnes qui ne pouvaient vraiment pas rester chez eux. C'est-à-dire qu'on a fait jouer avec le CCAS ce qu'on appelle la solidarité familiale avant tout. Quand on sait que des personnes étaient dans des hébergements à risque, on a préféré les rapprocher de leur famille. Ça a été possible. Certaines personnes étaient complètement isolées, donc il fallait les placer dans des établissements de santé, dans des EHPAD, des personnes qui sont sur des lits médicalisés ne pouvaient vraiment pas rester, puisque même en temps normal, ils ne sont pas autonomes. Ensuite, nous avons mis en place ce qu'on appelle les abris sûrs. Nous en avons 4 sur Basse-Terre, et celui qui a été surtout utilisé, c'est celui de Rivière-des-Pères. D'ailleurs, notre QG, qui initialement était prévu en mairie, a été carrément transformé et transféré à Rivière-des-Pères, parce que c'est là où, même si d'autres quartiers, le Carmel, Petit Paris, a été touché, c'est vrai qu'à Rivière-des-Pères, c'est là, avec la fameuse rivière, qui a eu le plus de catastrophes. Donc on a tout concentré sur place. Nous avions une 50aine de sinistrés qu'il fallait caser. 25 ont été hébergés dans cet espace qu'on appelle un espace sécurisé. C'est l'école primaire de Rivière-des-Pères, avec des élus qui sont restés sur place pour les assister. Beaucoup sont des personnes âgées, diabétiques, hypertendues, certaines dialysées. Il fallait prendre en charge toutes ces personnes. Donc, gros travail fait par le CCAS, par les élus. Je tiens à féliciter aussi, il faut le dire, parce qu'en pleine tempête, les premiers à s'être déplacés, ce sont les policiers de la police municipale, qui ont aussi une expérience. On a la chance d'avoir un chef de police à qui je rends hommage, qui est un ancien gendarme, un autre qui est un ancien militaire. Donc c'est des gens qui sont aussi rodés, même si leur métier c'est avant d'être policiers municipaux. Ils connaissent un peu ces situations de crise, et il a fallu, puisque ça a été brutal quand même, cette montée des eaux, on en parlera tout à l'heure, il a fallu sortir en urgence des personnes.
et parfois avec une certaine autorité, parce que les gens, vous savez, c'est leur maison et toute leur vie, elle est là. Refusent de quitter leur maison. Tout à fait. Et donc le fait que ce soit des policiers en tenue, c'est allez, on s'en va, on y va, allez, prenez vos affaires, on y va, et ne pas trop négocier. Peut-être que si c'était le maire, ça serait passé peut-être moins bien, parce que les policiers là, et donc j'avais demandé à ce qu'ils patrouillent sur place, ils ont les véhicules pour ça. Et ça a été très important qu'ils soient sur place pour pouvoir mettre ces personnes dans une zone sécurisée qui était à Rivière-des-Pères, l'école de Rivière-des-Pères, qui n'a pas du tout été impactée, heureusement. Je crois que c'est très important. Ensuite, tout de suite, dès le lendemain, il fallait faire le constat, les services techniques. C'est un samedi, tout le monde était là. Là aussi, gros travail fait par les services techniques. Vraiment, je suis impressionné. Bon, bien sûr, en situation de crise, il faut mettre les moyens. Ils étaient tous là avec leurs moyens. Et nous avions aussi, quelque part, anticipé, là, c'est un peu la partie anticipation, et prévenu 2 entreprises privées, parce qu'on a une certaine logistique, nous, les services techniques, mais qui sont les services techniques d'une municipalité. Nous avions positionné 2 entreprises privées qui avaient des moyens lourds, pelleteuses et gros camions, pour être à côté en stand-by, près de Basse-Terre, près de Rivière-des-Pères, parce qu'on sait que c'est une zone à risque. Il y a eu Marilyn, et de suite, ils ont pu intervenir pour pallier déjà aux premières urgences. Après, nous avons la solidarité, on a eu l'occasion de le dire, qui s'est exprimée avec les autres collectivités, avec l'État. Ils sont tous venus constater. Et là, il y a une grosse logistique maintenant qui est mise en place avec Route de Guadeloupe, avec l'État, la région, le département et bientôt l'État, puisque c'est la région. Voilà, la région, voilà. Et donc, Route de Guadeloupe. Et après, l'État est venu. Ce matin, nous avons eu la visite du préfet. Et l'État, comme l'a dit Richard Luce, président de région, de calamité a été prononcé, donc ça sera important. Et puis je viens d'avoir le préfet qui était avec nous toute l'après-midi, toute la matinée, qui nous confirme que le RSMA viendra en renfort aussi, parce que le chantier est énorme. Nous avons besoin de la solidarité de tous pour que les choses se normalisent le plus vite possible. Le chantier sera bien plus long qu'on ne le pense. C'est-à-dire bien plus long. Est-ce qu'on vous donne un délai? Est-ce qu'on peut déjà se dire qu'il faut beaucoup de temps, des mois ou des semaines? Ce qui est très important lorsque vous êtes face à quelque chose aussi brutal, c'est qu'il y ait une bonne coordination. Et là, c'est très important, c'est-à-dire que la priorité, il faut aller par étapes. Vous savez, moi je suis cardiologue de formation, j'ai beaucoup travaillé dans les services de réanimation. Il y a l'urgence. Il faut pallier à l'urgence. Le malade est très souffrant, il faut le sauver. Et après, il y a la phase de consolidation, de récupération, de convalescence, de cicatrisation. Et là, on est en pleine urgence. Il y a des gens qui, arrivés à des Pères, n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité, n'ont pas de quoi se faire à manger. Donc là, il faut distribuer les repas, il faut être présent, il faut sécuriser certaines zones. On va en parler tout à l'heure. Il y a des ponts qui sont fragiles et on le découvre petit à petit. On fait un premier constat au petit matin et on se rend compte qu'il y a le pont sur le boulevard qui est dangereux. Donc il a fallu sécuriser. Ça, c'est très important. Le plus important actuellement à Rivière-des-Pères, c'est libérer les accès. Comme l'a dit le président de région, il y a parfois un amoncellement 2 mètres à 2 mètres de sable qui sont partis de la rivière. Il faut libérer les accès principaux, la rue Jean Jaurès à Rivière-des-Pères, pour permettre ensuite aux petits camions de passer dans les petites ruelles et aller secourir les personnes. Et ce qui est extraordinaire, il y a une vraie solidarité. Nous avons eu l'occasion d'exprimer notre solidarité avec la famille du patient, la personne qui a disparu, effectivement, qui est noyée, qu'on a récupéré hier. Mais cette solidarité, il y a déjà les autres communes qui sont venues, les gens entre eux ont été très solidaires. Maintenant, ce qui va aussi manquer, deuxième souci, c'est celui de l'eau, parce que pour pouvoir nettoyer sa maison, passer... Et donc ça aussi, c'est un deuxième souci. Donc, libérer les accès pour permettre aux camions de venir, les petites ruelles, les prendre en charge, et puis l'eau, ça c'est une vraie aussi priorité pour nous actuellement sur le site de Rivière-des-Pères. Alors, juste pour rester sur Rivière-des-Pères, comme nous sommes là-dessus, c'est vrai. Comme l'a dit le maire, c'est qu'il y a peut-être une dizaine de familles, effectivement, qui ont dû reloger, mais ce sont toutes les personnes qui habitent à Rivière-des-Pères qui sont sinistrées. D'autres ont eu la chance d'avoir des familles qui les ont recueillis. Toutes les personnes-là sont sinistrées. Et une chose importante... Vous avez fait le tour? Ah oui, j'ai fait le tour cet après-midi. Je peux vous dire, franchement, c'est catastrophique, vraiment catastrophique. J'ai vu des choses, mais ce que j'ai vu à Rivière-des-Pères et à Goyave, je sais pas, ce que je verrai demain, mais vraiment, c'est catastrophique. Et quand le maire parle de libérer les accès, c'est vrai, parce qu'on ne peut pas circuler. Et l'important actuellement, c'est pouvoir remettre en état la voie sur Berge, déjà, parce que comme il l'a dit, le pont de Rivière-des-Pères est fragilisé, donc on circule sur une voie. Mais le pont de Calbassier s'est effondré aussi. Calbassier, il y a un gros trou, je ne sais pas si vous l'avez vu.
Et dès demain, nous mettons une équipe dessus. La région mettra une équipe dessus. Et aujourd'hui, nous avons mis une entreprise EDT sur le terrain à Rivière-des-Pères pour accompagner la ville de Basse-Terre et les familles bastériennes. Et je leur ai demandé de rester sur place tant que ce ne sera pas nettoyé convenablement. Mais le gros travail, comme le disait le maire, c'est surtout après, au niveau de la rivière, les pierres d'une tonne, 2 tonnes qu'il faudrait déblayer. J'ai été sur le terrain avec le maire dans le cadre de la région à domicile. Je n'ai pas reconnu où j'avais été. Je peux vous le dire, je n'ai pas reconnu là. Alors, est-ce qu'on peut dire quand même qu'il n'y avait pas d'anticipation, puisque apparemment il y a une partie des pierres qui étaient bien liées avec du béton et d'autres pas, et c'est cette partie qui n'a pas pu résister. Alors, est-ce que lorsqu'il y a des ouvrages, on pense à ce genre de phénomène, puisqu'on sait que les choses iront crescendo? Le maire est mieux placé que moi peut-être pour répondre, mais ce que je dirais quand même, c'est que on en parlait à l'instant avant l'émission, où il y a un endroit, ils ont fait un enrochement bétonné qui tient très bien. Je sais qu'au niveau de la mer, on ne peut pas bétonner les pierres, mais à ce niveau de la rivière, je pense qu'il y a un travail à faire. Bon, je ne suis pas technicien, je ne parlerai pas de cela. Ce qui est important, c'est que c'est parti. Il faut, par la suite, sécuriser les familles. Donc, on aura un ouvrage à refaire. Mais il faut aussi que l'État prenne ses responsabilités, parce que, vous savez, aujourd'hui, vous touchez une ravine, vous touchez un cours d'eau, vous êtes verbalisé. Mais derrière, rien ne se fait. Aujourd'hui, ce sont des familles qui sont dans la détresse. Des familles qui ont tout perdu et une famille qui a perdu un fils. Donc, il faudrait que maintenant, tout chacun, nous puissions nous mettre ensemble pour pouvoir décider ensemble qui fait quoi et comment. Mais comment ça se fait que les ponts ont sauté à Goyave? On a vu des ponts qui ont sauté un peu partout. Est-ce qu'il y a pas là... Est-ce qu'il n'y a pas là un problème de construction? Est-ce que là aussi, il ne fallait pas revoir les choses? Parce que quand on dit oui, les ponts... Je reviendrai, je laisse le maire répondre sur Rivière-des-Pères. Alors, pour on peut s'interroger. Voilà, pour Rivière-des-Pères, je pense qu'il faudra qu'il y ait une vraie expertise qui soit faite. Parce que, comme je l'ai dit, c'est surtout des inondations. On n'a pas eu, comme ça se passait parfois, de la submersion. Il n'y a pas eu de vagues d'eau qui ont envahi Rivière-des-Pères. Il n'y a pas eu de vent, pas trop de vent. Il n'y a pas eu de branches ou d'arbres qui ont encombré la rivière. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'enrochement des berges de la rivière a, excusez-moi du terme, je ne dis pas explosé, mais c'est disloqué. Quand on était sur place, on l'entendait comme un orage. En fait, ce n'était pas l'orage, ce sont ces grosses pierres qui pèsent des tonnes, qui se déplaçaient, en fait. Voilà, avec la puissance de l'eau. C'est essentiellement la puissance de l'eau qui a fait que ce sont les berges, l'enrochement des berges de la rivière qui a lâché, et donc l'eau est partie latéralement et a touché donc les maisons qui n'étaient pas trop loin. Ces grosses roches ont encombré l'estuaire. Donc l'eau, au lieu de s'évacuer de la mer naturellement, il y a un deuxième lit qui s'est créé. Donc ce n'est pas uniquement la rivière qui a quitté son lit, parce que comme le disait le président de la région, il y a des endroits où c'était bien bétonné, on voyait, il n'y a pas eu de dégâts. Et là, cet enrochement, donc il faudra réfléchir dessus. On n'a jamais eu autant d'eau sur une aussi courte période. Donc cette pression de l'eau fait que cet enrochement qui a tenu pendant les années, là, on arrive, et peut-être qu'effectivement, le climat est en train de changer, il se passe quelque chose au niveau de la planète, on a sécheresse d'un côté, typhon de l'autre, là c'est inondation avec une quantité de pluie pour de 400-500 mm en très peu de temps, moins de 24 heures, ce qui est énorme, donc il faut qu'on puisse effectivement anticiper, comme j'ai eu l'occasion de le dire, je n'aurai peut-être pas l'occasion de le dire, mais la nature, il faut la respecter. À un moment, elle prend sa vengeance, voilà, c'est comme un animal qui est blessé, qui se venge. Il y a aussi dans le temps cette tendance qu'on a à vouloir dévier le cours des rivières aussi. C'est ce qui s'est passé aussi. Ça aussi, il faut faire très attention. Et la place Loge-la-Croix était initialement une zone où la rivière passait. Là, comme l'a dit le président, on ne reconnaît pas la place Loge-la-Croix, alors que c'est le lieu où les Bastériens se retrouvent le soir, surtout ceux de Rivière-des-Pères, pour se balader, pour se détendre le soir, les jeunes, les moins jeunes. Et pour répondre à votre question concernant l'explosion de pont, il faut savoir qu'à l'époque, les communes, je me rappelle quand j'étais maire, avaient la responsabilité des cours d'eau. Avec les entreprises, on curait souvent les cours d'eau. On les curait, on les nettoyait. Je me rappelle du côté d'Estrélan, nous avons curé parce qu'il y avait des familles qui étaient inondées, qui perdaient tout chaque fois qu'il y avait une petite pluie.
nous avons refait un enrochement et j'ai été condamné parce que nous avons aménagé ce cours d'eau à la digue d'Escalon. Quand vous voyez le pont de Goyave, eh bien, c'est la puissance de l'eau avec les arbres, les branches, tout ce qui s'est obstrué avant le pont, ça a fait exploser le pont et l'eau montant s'est déversée chez les familles qui habitaient à côté et ces familles ont tout perdu. Donc, ce que je disais, il faudrait effectivement que tout un chacun prenne ses responsabilités demain. Qui doit curer les ravines? Je sais qu'on a mis en place la GEMAPI avec les communautés d'agglomération. Il faudrait effectivement aujourd'hui une grande réflexion là-dessus parce qu'on ne peut pas continuer comme cela. Le pont quand j'ai vu le pont de ce matin, le pont de cet après-midi de Goyave, c'est impressionnant. Et à cause de cela, je pense qu'à un moment, ce pont était bouché, l'eau a monté et s'est déversée chez les familles. Et heureusement que ces personnes avaient l'étage pour certaines pour pouvoir se réfugier. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de construire juste ça, c'est à autre côté chose. de la rivière, de mettre des immeubles juste à côté d'une rivière? Alors, enfin, là aussi... vous savez, moi, ce que je dis, il y a des lois, si on les urbanise, ça, tout et chacun doit le respecter. Nous avons été, monsieur le maire de Basse-Terre, avec moi dernièrement sur le littoral de Basse-Terre. Nous avons vu des maisons qui risquent de s'effondrer si on ne fait pas vite. Et aujourd'hui, comme il l'a dit... Mais qui a autorisé? Je ne sais pas, moi. Vous savez, les gens habitent quelque part, ils ont la famille à eux, ils n'ont pas le plus souvent, il y a des gens qui ont construit sans permis à plusieurs endroits en Guadeloupe. Et quand on leur dit cela, ils ont dit, ouais, c'est ta famille à moi. D'autres choses, les personnes qui comblent aussi, parce qu'ils ont un bout de terrain derrière, qui continuent à combler, puis on est plus terre. Mais comme disait Atala, quand Rivière l'a dit, il a passé en chemin, il peut faire ça, c'est là qui est passé, c'est là l'IAE. Donc, maintenant... c'est un immeuble, ce ne sont pas les personnes... Non, si un immeuble a été construit là, c'est qu'il y a eu un permis de construire. Donc, oui, là, qui a donné le permis de construire? Si on a donné un permis de construire, c'est parce que le terrain était constructible, à ma connaissance. Voilà. Ouais. Bon, on va dire ça et je reviens avec vous d'ici quelques instants, puisque lorsqu'il y a ce genre de problème, alors c'est vrai qu'on cherche qui peut faire quoi. Alors on tourne les yeux premièrement vers la région, en disant vers le département sur l'aspect social, en disant oui, la région, il faut qu'elle se mobilise, etc. Ensuite, vers le maire. Et puis, on pense aussi, pour ceux qui sont assurés, aux assurances. Alors, là aussi, il était important d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ça. Et j'ai eu à vous avoir sur ce plateau Thierry Panol pour nous parler, nous expliquer un petit peu les choses, mais... quand on entend les propos du président de région et du maire de Basse-Terre, on peut se dire que il y a une espèce de fatalité dans les choses, ou est-ce que ce sont les assurances qui ont quelques failles, je dirais, puisque certains disent oui, mais nous, les assurances refusent et le président de région l'a dit tout à l'heure, les assurances refusent de nous assurer parce que nous sommes dans des zones qui ne sont pas prises en compte, etc. Alors, expliquez-nous concrètement comment ça se passe. Ici, en Guadeloupe, est-ce qu'on a une réelle difficulté avec les assurances et qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, bonsoir à tous. Concrètement, ce qui se passe, c'est que il y a des lois qu'il convient de plus en plus de respecter, des règles qu'il faille aussi, dont on doit aussi tenir compte, dans la mesure où les choses, la vie est de plus en plus organisée et on ne peut pas faire comme avant. Le comme avant a permis bien souvent de ne pas être assuré ou de l'être à minima ou de profiter de situations urbanistiques qui n'étaient pas bien définies. Maintenant, on ne peut pas passer à côté des choses. Donc les assureurs... Il faut obligatoirement assurer ses biens, c'est ça? Alors, il est recommandé d'assurer parce que quand on a fait l'effort de construire sa maison, c'est bien souvent par un processus d'économie, de concours bancaire. Donc quand on a réalisé cette opération, il faut penser à la protéger, à la conserver. Et ça peut passer par un contrat d'assurance. Donc, dans certains cas de figure, c'est obligatoire. Dans d'autres cas, tel n'est pas, notamment, l'obligation n'est pas de mise. Dans tous les cas de figure, il faut
à mon sens, qu'au bout d'un moment et dans ce qu'il faut faire évoluer au niveau de la société, qu'il y ait une prise de conscience pour se dire qu'on doit se diriger vers l'assurance. Je n'en parle pas pour ma chapelle. Prise de conscience de la part de qui? Par tout un chacun. Tout un chacun, et je n'entends pas prêcher pour ma chapelle, mais pour se dire que quand ces phénomènes arrivent, à condition de ne pas avoir de victimes, la seule tranquillité qu'on puisse avoir, c'est de savoir qu'on a une source de financement qui ira réparer. Et ça passe par les assurances. Sauf que les assureurs ne peuvent pas assurer ce qui n'a plus de caractère aléatoire. Et quand on sait qu'en tel et tel endroit, systématiquement, il va y avoir des dommages, au bout d'un moment... On n'assure pas. Au bout d'un moment, l'assureur... Et je précise que je ne suis pas notamment assureur, mais courtier d'assurance, donc on est dans le champ de service à notre clientèle. Au bout d'un moment, l'assureur se dit, oui, mais vous me demandez d'assurer cette voiture-là, c'est la prise en charge de ce qui va conduire, mais chacun qui a conduit, il y a un accident. Donc on sait que chaque fois qu'il y aura une intempérie particulière quelque part sur certaines zones, les mêmes personnes qui ont été sinistrées une fois, deux fois, trois fois, c'est elles qui repassent encore au service. Donc, au bout d'un moment, ce n'est plus gérable. Au bout d'un moment, on dit non, on vous assure plus? Au bout d'un moment, c'est plus possible. Parce qu'en fait, quand je parle du caractère aléatoire, ça veut dire qu'un véhicule était assuré, et le conducteur peut faire un accident, comme aussi ne peut pas faire l'accident, donc il n'y a pas de certitude. Mais on se rend compte maintenant, avec les changements climatiques, qu'il y a des zones qui seront toujours sinistrées. Oui, mais les gens ont leur maison à côté, par exemple, de rivières et tout ça. C'est pas de leur faute d'habiter là. C'est pas de la faute non plus des assureurs. Mais je dis ça qu'on puisse se comprendre, c'est qu'il faut faire savoir à ces personnes, à celles qui ont déjà construit, à celles qui vont construire, que pour pouvoir être assuré, il va falloir être loin des zones à risque, des zones qui sont systématiquement sinistrées. Et j'en parle avec solennité parce que on se dirige vers des catastrophes économiques et sociales. Ça veut dire que quand, je vais passer sur un autre chapitre, quand il est question, par exemple, de faire un prêt pour construire sa maison, ou acheter un véhicule, les banques vous demandent l'attestation d'assurance comme quoi en cas de décès, le prêt sera couvert. Ce qui va se passer, qui est en train de se faire, c'est que quand maintenant il s'agit d'assurer une maison ou une entreprise, ça se fait sur la base du positionnement géographique de l'entreprise. Donc on a les coordonnées GPS de chaque maison, de chaque entreprise, pour savoir où elle est positionnée, et c'est en fonction des coordonnées GPS, de la localisation GPS, qu'on assure ou pas. On en est là. Donc ça devient grave. La fois dernière, on a vu, je crois que c'était Brico Déco à Petit Pérou à Bim. On sait que c'est une cuvette. Brico Déco a investi en ces lieux-là, mais l'assureur va se retirer. Chaque fois, ça va concerner des particuliers. Et je ne suis pas là pour mettre de la sinistrose au niveau du plateau, mais de manière aléatoire, pouvoir dire, en tant que Guadeloupéen, en tant qu'acteur économique, il y a des réflexions à pousser qui sont... Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.